Alors, pour commenter l'actu tech aujourd'hui, je reçois Henri Dagrin, délégué général du SIGREF, et Alain Staron, président cofondateur d'Artifil. Nous avons également par Skype Stanislas Mako, le fondateur de Carlat, avec qui on pourra parler du crash des crypto-monnaies. Alors, je voulais qu'on commence par commenter le nouveau gouvernement avec le nouveau ministre du numérique, mais visiblement, ce n'est pas encore annoncé, à moins que ce soit vous, Alain, alors. Blague. Bon, très bien, tant pis. On aurait eu un super scoop, ça aurait été top. Mais à la place, nous allons commenter cette autre actualité. L'autorité de la concurrence qui a décidé d'instruire une enquête sur SAP. Alors au départ, c'est une démarche du SIGREF, donc qui représente les directions informatiques des grands groupes et organisations françaises, contre les pratiques déloyales de certains éditeurs de logiciels. Première question, Henri Dagrin, qu'est-ce que vous reprochez à ces grands éditeurs ? Alors, nous reprochons de nombreuses pratiques que nous qualifions à tout le moins de déloyales. Elles sont multiples. Je prendrai quelques exemples. Par exemple, les ventes liées, les évolutions du pricing de ces offres qui sont peu lisibles. Donc des prix qui augmentent sans qu'on comprenne trop pourquoi. Voilà, et souvent d'ailleurs à isopérimètre fonctionnel, des démarches qui ont toutes pour enjeu, objet, d'enfermer les clients dans les solutions proposées par ces opérateurs de solutions et donc services. Pas suffisamment de portabilité finalement en matière de cloud et d'hébergement des données principalement. Des données qui est très compliquée, l'interopérabilité entre les solutions qui est très faible, la réversibilité des offres qui est souvent quasiment inexistante. Donc toutes ces pratiques que nous pensons être potentiellement anticoncurrentielles sur les marchés considérés. C'est pourquoi nous avons déposé à l'été 2021 plusieurs saisines concernant plusieurs opérateurs, dont SAP. Et aujourd'hui, dans le contexte européen, probablement de répartition des responsabilités entre les différentes autorités de la concurrence, eh bien, l'autorité de la concurrence française a décidé d'instruire la saisine du SIGREF relative à SAP. Moi, c'est ça qui m'étonne, c'est pourquoi on démarre avec SAP, un acteur européen finalement. D'abord, le droit de la concurrence ne s'applique pas qu'aux opérateurs extra-européens. J'entends bien, Henri Dagrin. Ça, c'est la première chose. Et que pour les adhérents du SIGREF, le sujet n'est pas la nationalité des entreprises, mais leur pratique. Donc ça vous semble justifié de commencer par cet acteur-là ? Je ne sais pas si c'est justifié. En tous les cas, c'était une saisine que nous avions déposée. Et ces saisines s'inscrivent dans un contexte politique de régulation des opérateurs sur le marché européen, qui n'est pas directement engagé pour évincer les acteurs extra-européens, c'est pas le sujet, mais c'est que le marché, et notamment le marché du cloud et des services cloud, sur le marché européen, soit mieux régulé. Donc on commence à faire le ménage chez nous, en fait, c'est ça ? Non, pas le ménage chez nous. Pour réguler ce marché, pour rétablir des équilibres entre les fournisseurs et leurs clients d'une part, et entre les fournisseurs de différentes nationalités, qui soient d'ailleurs européens, extra-européens, pour qu'il y ait une saine concurrence sur ce marché des solutions et services cloud. Non, mais je vous dis tout ça parce que moi, la première réaction, je me suis dit finalement, est-ce qu'on ne commence pas par se fragiliser nous-mêmes avec nos acteurs européens qui ont quand même... Voilà, alors SAP, c'est pas un petit acteur. Je pense que ça ne va pas fragiliser SAP. On est d'accord. SAP a les reins parfaitement quand même, si on change les règles... Quand on dit SAP est un acteur européen, bien sûr, le siège de SAP est à Walsdorf, mais beaucoup de services corporate en Allemagne, oui. Mais beaucoup de services corporate sont situés aux États-Unis. Et dans les pratiques, il n'y a pas de différence entre ce que l'on peut constater chez SAP et chez d'autres acteurs. Oui. Alain, une réaction. Sachant qu'effectivement, l'Europe est plus sensible à ce genre de choses que les Américains ou... c'est en train de changer. C'est en train de changer. Pour rebondir sur ce que vous disiez, si l'Europe était toute seule à faire ça, fragiliser les acteurs européens, pendant que les acteurs, par exemple américains, ne subissaient pas les mêmes problèmes et donc pouvaient croître et embellir, là ce serait un vrai problème. Dans la mesure où l'Amérique se réveille aussi, la Chine c'est un autre sujet, c'est très opaque, mais donc la règle s'appliquant sur les deux continents... La Chine fait son propre ménage chez elle, déjà. Oui. Donc on se dit... Finalement, on ne fait qu'appliquer un truc très standard qui est quand la plateforme prend tout, un winner takes all,
le régulateur intervient pour dire c'est plus possible parce que ça se passe au détriment des clients. Alors, on est très habitué dans les plateformes B2C, et ça marche aussi dans les plateformes B2B. Donc, jusque-là, c'est la vie normale, on va dire, de l'évolution des affaires et du régulateur. Mais je pense que ça se situe dans un contexte plus global, cette saisine sur SAP. Parce que nos partenaires allemands, Voice, avaient également eu une démarche un peu analogue auprès de l'autorité de la concurrence allemande, je crois que c'était en 2018, et ça n'avait pas véritablement abouti. Il me semble, mais ça c'est mon analyse un peu personnelle, qu'il y a une répartition des charges entre les différentes autorités de la concurrence européenne et la Commission européenne, la DG Comp, et que vous savez qu'actuellement il y a notamment une plainte d'OVH et d'autres opérateurs de services cloud qui a été déposée auprès de la DG Concurrence à la Commission européenne, qui est en cours d'instruction. Il y en a d'autres certainement qui sont en cours d'instruction ou qui vont déboucher. Donc il y a comme ça un plan de charge européen sur la concurrence, et ça s'inscrit dans cette dynamique qui est engagée avec le Digital Market Act, qui va définir qui sont les gatekeepers, notamment sur les marchés des services aux entreprises, les marchés professionnels, le marché numérique professionnel. Il y a le Data Act également, qui va réguler certaines pratiques, notamment sur la portabilité. Mais là, ça veut dire qu'il faut être prêt à attendre 2023-2024, Henri Dagrin. Mais bien sûr, mais il faut partir du réel. Donc il y a les instruments des autorités de la concurrence, et puis il y a les nouvelles régulations qui vont arriver. Tout ça, ça s'inscrit dans une démarche globale qui peut paraître peu lisible pour les non-initiés, mais il me semble qu'il y a quand même une volonté très claire qui se dessine pour mieux réguler ces marchés et rétablir les équilibres, d'une part entre les clients et leurs fournisseurs, d'autre part entre les différents opérateurs, qu'ils soient européens ou non. On enchaîne avec une autre actualité que je voulais vous faire commenter, c'est Elon Musk et ses faux comptes Twitter. Alors, ce qui m'a particulièrement frappé, c'est qu'on a vu le patron de Twitter lui-même aller défendre son sujet sur le réseau social. Je crois qu'il a posté tout un fil, une quinzaine de tweets pour expliquer à Elon Musk les mesures qui étaient prises pour lutter contre les faux comptes. Et puis Elon Musk a répondu par l'emoji d'une crotte. Du grand Elon Musk. On le voit à l'image, je ne sais pas, mais enfin c'est quand même assez flagrant. Voilà. Du Elon Musk, oui, mais alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vraiment mal parti finalement ce rachat de Twitter par Elon Musk? C'est peut-être à corréler d'un autre sujet sur le crash des bitcoins et des crypto-monnaies. Elon Musk, il n'a pas voulu dire combien il avait en crypto-monnaie. C'est déjà qu'il a fait marche en arrière, il vendait des Tesla en crypto-monnaie, puis il est revenu en arrière. Oui. Si une part significative de l'argent qu'il comptait mettre sur Twitter vient de crypto-monnaie, il l'ajuste plus. Donc ça peut être aussi simple que ça. Et le cours de l'action ayant dévissé, étant descendu au-dessus des $40 venant de sa proposition à 54, il peut faire moins 30, c'est pas mal. Alors, en même temps, on peut comprendre que racheter une entreprise, parce que là, en fait, le chiffre qui est évoqué serait de 5% officiellement, et Elon Musk, lui, il parle plutôt de 20%. Il est même allé jusqu'à appuyer un tweet qui parlait de 50% de faux comptes sur Twitter. On se dit, effectivement, racheter une boîte où 50% des comptes sont faux... Ce que l'on sait quand même, c'est qu'il y a de nombreuses officines qui font de la désinformation ou des opérations d'influence qui utilisent des robots pour créer des milliers et des milliers de comptes et puis inonder Twitter et d'autres réseaux sociaux d'informations falsifiées. Il y a eu une très belle opération menée par le ministère des Armées il y a quelques jours pour débunker les informations russes sur les allégations de charniers qu'aurait laissé l'armée française sur une base au Mali. Et il faut saluer l'intelligence qu'a eue le ministère des Armées et l'état-major des armées pour démontrer, mais par le menu, la façon dont cette opération de désinformation a été menée avec des milliers et des milliers de comptes, notamment sur Twitter, qui sont des faux comptes dédiés à la désinformation
au profit de l'État russe. Oui, alors c'est-à-dire que y a un tel mouvement massif de désinformation qu'on en vient à soupçonner effectivement la réalité des comptes derrière ceux qui relaient ces informations. Mais pour autant, Elon Musk nous dit il faut davantage de liberté d'expression, il faut moins de modération. Oui, c'est pas très cohérent, finalement. Il a dit à Thierry Breton, qui l'avait croisé aux États-Unis. Il a salué la démarche européenne. Il a dit que je suivrai la modération. Bon. Bien sûr. Donc, je crois qu'avec le DSA, le Digital Service Act, l'Europe a fait un pas en avant très substantiel, justement pour lutter contre ces opérations. En même temps, si finalement il avait déjà dans la tête qu'il ne rachèterait pas Twitter, c'était facile de dire oui, on va tout respecter, Monsieur Breton. Si quelqu'un est dans la tête d'Elon Musk, j'aimerais bien qu'il vienne nous en parler. Bon, enfin, rétractation ou pas, affaire à suivre avec Elon Musk. Peut-être est-ce lié effectivement à ce crash des cryptos. Donc on va faire intervenir notre invité par Skype, Stanislas Mako. Bonjour, vous êtes connecté avec nous. Bonjour. Vous avez suivi sans doute nos discussions. Alors rappelez-nous un petit peu déjà le contexte, là, ce qui se passe dans le milieu des crypto-monnaies. Le contexte est assez simple. On va dire que la plupart des crypto-monnaies ont perdu 50% de leur valeur depuis leur plus haut historique respectif. Donc là, on avait un Bitcoin qui a dû atteindre, je crois, les 64 000 $ à son plus haut et qui là maintenant est autour des 30 000 $. Oui. Donc il y a un effet, alors avec plein de corrélations différentes, mais il y a un effet fort sur le cours des cryptos en ce moment, et donc on peut appeler ça effectivement un crack. Donc il y a un effet, est-ce que vous voyez un effet domino, parce qu'on a vu donc d'autres crypto-monnaies dans le sillage du Bitcoin s'effondrer, mais jusqu'où peut aller cet effet domino, ou est-ce que ça vous semble assez circonscrit ? Alors, il y a un effet domino qui est lié aussi à la conjoncture. Les crypto-monnaies sont quand même de plus en plus liées à la conjoncture économique mondiale, et on est tous d'accord pour dire qu'on traverse une crise économique, on sort d'une pandémie, on rentre dans une guerre où parfois on se demande si elle ne va pas être mondiale, on est quand même dans une incertitude profonde. On entame aussi tout le monde nous annonce qu'il va y avoir les pires famines à cause de la sécheresse en Inde. On est quand même dans une incertitude mondiale qui fait que d'une manière générale, tous les marchés sont à la baisse, pas seulement le cours des crypto-monnaies. Est-ce que c'est un effet domino ? Je ne saurais pas le déterminer. Je pense que c'est un effet global surtout, et que toutes les bourses même ont tendance à baisser. Oui, mais alors, j'avais posé la même question, parce que depuis le début de semaine, j'essaye de comprendre et qu'on fasse un peu de pédagogie sur ces sujets-là, mais on pensait que les crypto-monnaies pouvaient justement être une sorte de valeur refuge dans des contextes de crise, dans des contextes de guerre. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est plutôt le contraire. C'est les actifs les plus risqués. Oui, on fera réagir Stanislas après, oui. C'est les actifs les plus risqués. Et là, dès que ça devient incertain, on a envie de réaliser des liquidités. Les premières qu'on va chercher, c'est forcément les cryptos. Et comme il n'y en a pas tant que ça, dès qu'on est quelques acteurs forts, dès qu'ils sont, j'en suis pas, quelques acteurs forts à aller chercher des liquidités, ça effondre le cours. Je pense que il faut pas tellement chercher plus loin. Henri, pardon. Je ne commenterai pas d'abord parce que je suis certainement pas le mieux placé pour en parler. Mais cette remarque récurrente et cette critique récurrente des crypto-monnaies sous l'angle effectivement d'actifs qui sont essentiellement dont la croissance est essentiellement drivée par la spéculation, les accusations de pyramide de Ponzi, de madofisation des cryptos. Voilà, moi je regarde ça en béotien et avec un regard extérieur, mais je ne suis pas forcément étonné. Bon, alors, moi, j'ai reçu quand même Faustine Fleuret de l'ADAN hier qui m'a expliqué que, en France, en tout cas, les crypto-monnaies et tous les acteurs du monde des cryptos étaient restés plutôt solides sur ces bases, que la régulation fonctionnait ici. Je ne sais pas quel est votre regard là-dessus. Vous êtes aussi un spécialiste des NFT. Est-ce que cet effondrement-là de grosses crypto-monnaies quand même, est-ce que ça peut avoir un impact sur ce marché des NFT qui était quand même aussi en plein dans l'emballement ?
Oui, alors il a un impact. Il était aussi dans l'emballement. Il était dans l'emballement dans la même période où le Bitcoin était dans l'emballement. Je vous partage juste un graphique sur les différentes valorisations du Bitcoin. On est monté donc en fin novembre de l'année dernière à un plus haut historique. On est effectivement plus bas aujourd'hui et 2 fois plus bas que le plus haut historique. En attendant, on est aussi largement 2 fois plus haut que les différents cours d'il y a 2 ans. Donc, on se pose toujours la question de Bitcoin is dead. Voilà, tous les marqueurs, tous les points rouges, c'est l'ensemble des moments où on a dit que le Bitcoin était mort et il n'y avait plus d'intérêt au Bitcoin. Bon, voilà, c'est pas la première fois qu'on a cette discussion, on l'a régulièrement. Moi, je ne pense pas que le Bitcoin soit mort, je ne pense pas que les crypto-monnaies soient mortes. On est dans un effet, en fait, où effectivement, il y a une conjoncture générale où les choses se crispent. Ça se crispe aussi, effectivement, sur le marché des NFT, parce que les NFT sont essentiellement payés en crypto-monnaie. Quel est l'intérêt de vendre son NFT à un moment où la crypto-monnaie vaut 2 fois moins cher ? Alors sur CalArt, nous on le fait avec des euros et des dollars, donc il n'y a pas spécialement ce moment de crise sur CalArt, mais effectivement dans le marché général des NFT se refroidit lui aussi. Et c'est normal, c'est très conjoncturel et on le voit par ailleurs, on le voit pas seulement sur les crypto-monnaies, on le voit pas seulement sur les NFT. On peut dire que si on veut, les crypto-monnaies sont peut-être une pyramide de Ponzi, je ne le crois pas, parce qu'il y a un nombre de crypto-monnaies définies, en tout cas pour le Bitcoin, il y a un nombre de Bitcoin définis sur le marché et c'est ce qui en fait une valeur plus ou moins refuge. Elle aurait pu s'écraser beaucoup plus. Et quelque chose qui a renforcé la crise qu'il y a sur le Bitcoin sur les derniers jours, c'est le stablecoin UST. C'est quelque chose dont vous avez peut-être parlé au cours de la semaine, mais il y a quand même un stablecoin qui s'est complètement écrasé. La crypto-monnaie Luna qui, elle, s'est complètement écrasée. Et en fait, le Luna était en partie composé d'une... En fait, son mécanisme pour définir une valeur stable et son mécanisme pour avoir un taux constant à $1 pour la stablecoin UST était basé en partie sur le fait que le Luna était composé de Bitcoin. La réserve qui permettait de maintenir le cours était composée en partie de Bitcoin. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour maintenir le plus possible le cours du stablecoin UST à $1, il y a eu énormément de ventes de Bitcoin faites par la fondation Luna et la fondation Terra, pardon. Et du coup, il y a eu une crise dans la crise au niveau du Bitcoin, mais qui est corrélée aussi à ce qui s'est passé au niveau de ce stablecoin, qui était algorithmique et du coup, forcément un peu risqué. Et oui, là où il y a des risques, parfois il y a des vrais risques et il y a des gros enjeux. Des gens qui peuvent placer des fortes sommes sur des choses où tout le monde dit c'est très risqué, faites attention, n'y mettez jamais toutes vos économies, ne mettez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Ceux qui mettent plus se retrouvent dans des situations difficiles. C'est un petit rappel à l'ordre. Et puis, c'est vrai que je vous remercie beaucoup, Stanislas Mako, parce que vous avez pu, je trouve, bien décrypter le mécanisme de ce qui s'est passé. On voit qu'effectivement, l'algorithme a répondu à la crise à laquelle il faisait face et jusqu'à carrément, pratiquement tuer, finalement, sa propre monnaie. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le fondateur de CarLat, Stanislas Mako. On termine avec le regard disruptif, évidemment, d'Alain sur l'actu. Oui, en fait, c'est toujours marrant. Il se passe des choses dans les mêmes semaines qui sont perturbantes. Donc cette semaine, il y a Flink, qui est une start-up, enfin une grosse start-up, c'est une licorne maintenant d'ailleurs, qui fait du quick commerce, c'est-à-dire qui livre en moins de 15 minutes à vélo des produits, qui vient racheter Cajoo. Cajoo, c'est un petit Flink, très petit Flink français. Un Flink, c'est 90 villes, Cajoo, c'est 9 villes, donc voilà. Et au capital de Cajoo, il y a Carrefour, et Carrefour monte au capital de Flink. Si on cherche à comprendre pourquoi ça... Je me suis un peu perdue au passage. Alors, mais oui. Dans les années 60, en plus court. Dans les années 60, se sont implantés les hypermarchés au moment de l'âge d'or de la voiture. Oui. Bien. Donc on mettait tout au même endroit et on allait en voiture au parking. Oui. Là, c'est le défi de la livraison à domicile. Tout compte, la voiture n'est plus en odeur de sainteté, surtout en ville. Et donc, du coup, est venue la livraison à vélo. Oui. Et donc, Carrefour, je trouve ça très bien du côté de Carrefour de se dire, mon modèle change parce que les usages changent,
parce que la réglementation change. On a moins en moins de droits d'installer des hyper. Et donc, je vais jusqu'à livrer les gens chez eux. Donc, c'est après le fait que je prends les choses, le drive enfin bref. Oui, vous allez collecter ces courses, voilà, là, on se fait livrer. Je fais livrer. Bien. Et donc ça c'est un truc très j'allais dire normal, et quand même Flink qui est valorisé 2 milliards avant l'acquisition, et après je sais pas combien, des chiffres fous circulent. Bien. Et dans le même temps, vous avez Uber Eats qui expérimente à San Francisco deux systèmes de livraison à robots. Pardon, oui. Avec des robots. Donc d'un côté vous avez des livreurs en vélo qui ne sont pas salariés. On est vraiment dans le modèle Uber classique, qui sont payés 10 € de la course. Et de l'autre côté, le Uber en question, qui probablement a expérimenté les limites de son modèle, qui n'a pas eu les moyens, vous vous souvenez, de poursuivre sa course vers les véhicules autonomes, les moyens financiers, qui fait avec d'ailleurs les gens à qui il a revendu sa filiale, pour une partie de son activité, de ses tests, qui dit, du coup, c'est des robots qui vont livrer. Je fais faire par des robots ce qui sont faits auparavant par des humains. Et donc là, ce qui me perturbe, c'est que d'une part, en Europe, on est sur une droite ligne, la continuité de l'activité depuis un demi-siècle, la distribution qui se rapproche des gens, mais avec des moyens, je dirais, classiques. Et de l'autre côté de l'Atlantique, on pousse des moyens technologiques pour faire la même chose. Et voilà, on est encore. C'est un problème de régulation pour l'instant aussi, pour la livraison par drone. Oui, alors ils font ça pas par les airs, par terre. En fait, ils ont deux types de robots. Un robot qui ça pose quand même une question de régulation du partage de l'espace public. Alors, le robot qui prend les trottoirs et la voiture qui prend la route. Ouais. Il y a les deux. Mais effectivement, et pardon Anne Hidalgo qui dit « je veux pas trop de dark store ». Donc, il y aura une troisième régulation sur combien je mets dark store. C'est les petits magasins où j'ai pas le droit de rentrer qui ont les produits prêts pour être livrés. Qui sont vraiment dédiés à la livraison. Et la régulation elle joue toujours un rôle, on l'a vu avec SAP, positif dans le genre où il faut protéger les clients, quels qu'ils soient, B2C ou B2B, mais elle peut être aussi un frein dans le développement de l'innovation. Un mot. Un mot, mais en fait, on est face à des systèmes assez cycliques. Jusque dans les années 50-60, les campagnes françaises étaient sillonnées par des boulangers, et c'est encore un peu le cas, par les boulangers, les épiciers, le boucher, le poissonnier qui venait une fois par semaine le vendredi, le livreur de lait dans les villes, avant ça, le porteur d'eau. Enfin, vous voyez, ce sont des phénomènes assez cycliques quand même, et qui doivent être peut-être regardés dans le temps long et comprendre pourquoi à un moment donné, un phénomène s'est tari et a été remplacé par un autre, et pourquoi est-ce qu'il revient. Je pense qu'il y a peut-être une explication dans le temps long qui pourrait être recherchée, ça ne serait pas inintéressant. Mon point, c'est quand même la technologie. Merci beaucoup. Nous, on n'a plus le temps. Pardon. Voilà, merci beaucoup Henri Dagrin, délégué général du SIGREF, et Alain Staron, président cofondateur d'Artifil, pour vos commentaires sur l'actu aujourd'hui dans Smart Tech. Juste après la pause, on parle du monde du libre.